Eh bien, c'est à toi. Bon, donc, bonjour France, Gauthier, comment vas-tu ce matin? Je vais très bien. Et toi, Karine? Tu vas très bien, ok, après quelques petits problèmes techniques, mais ce n'est pas grave. Oui, alors, tu sais, vraiment, Donc, on est probablement deux technos à essayer de se dépêtrer dans ce monde de technologie et on y est arrivé d'une façon détournée, mais on y est arrivé. c'est ça qui compte. Et puis, tu vois, ça m'amène justement, avant que tu te présentes, on était en train ensemble de répéter un processus. On le sait des fois, parce qu'aujourd'hui, on va parler des rencontres amoureuses. On le sait qu'on répète souvent le même processus, le même pattern, Oh. jusqu'à ce qu'à un moment, on soit capable d'en sortir. Hein? Et tu as trouvé, tu vois, une solution différente qui a fait que finalement, on était capable de se rencontrer. Fait que je trouvais que c'était beau le problème qu'on a eu ce matin ensemble parce que c'est Ah ben écoute, si on le exactement voit comme ça, si on le voit comme ça, il y a toujours un moyen détourné d'arriver à nos fins, hein. Moi, ma ligne préférée du film de ma jeunesse, là, c'est Maria dans La Mélodie du Bonheur qui dit: Quand Dieu ferme une porte quelque part ailleurs, il ouvre une fenêtre. fait que donc, avant qu'on parle de rencontres amoureuses et de ton parcours amoureux, France, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui Oui, tu es, qu'est-ce que tu fais? Bon, moi, j'ai lu plusieurs de tes livres, mais je te laisse aller. d'accord. Alors, je suis une ancienne journaliste, animatrice de télé qui, en 2010, a tout laissé. J'ai eu une bulle au cerveau, puis je suis partie enseigner le fruit de mes recherches sur la conscience humaine. J'ai écrit plusieurs livres. Ça a commencé par la vie après la mort parce que c'était mon entrée dans le monde de la conscience. Voilà, ça a été On ne meurt pas, mon premier livre. Et par la suite, écoute, j'en ai écrit une dizaine depuis ce temps-là qui m'ont amené de plus en plus à comprendre la conscience élargie, l'élévation de conscience, comment on peut devenir un meilleur être humain, comment on peut se guérir de nos blessures. Et mon processus à moi, ça a été vraiment de passer par la guérison amoureuse pour mieux comprendre le processus de guérison émotionnelle. Je disais à l'époque que j'étais atteinte d'un cancer phase terminale des émotions. Eh bien, je m'en suis sortie, c'est Yeah. possible. C'est possible. Ça commande beaucoup de vigilance, beaucoup d'amour de soi. Et l'amour de soi, je pensais, moi, dans le fond, que je m'aimais, puis j'ai réalisé dans le processus que j'aimais juste les parties de moi visibles qui avaient du succès, mais tout le reste, c'était beaucoup plus difficile à aimer. Et ça a été un long processus qui est encore en cours. On s'entend que, tu sais, quand je dis que je suis guérie de mon cancer des émotions, c'est toujours, mettons, dans une proportion de 80-20. Hein? Fait que ça, je suis à 80% guérie, puis il y a un 20% que ça va prendre le reste de ma vie, ou que je reviendrai dans une autre vie pour régler ça. Mais il y a le gros morceau est derrière moi parce que je l'ai adressé sur une période en accéléré de 6 ans qui a donné ce livre-là, en fait, C'est quoi l'amour? Qui est l'histoire donc d'une guérison amoureuse, mais c'est avant tout l'histoire d'une guérison émotionnelle. Et ce que j'ai compris après, en écrivant ça, c'est que j'étais rendue à cette guérison-là, mais j'ai compris qu'il n'y a pas de maîtrise, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie, là. Je cherche à retrouver mon maître intérieur, exprimer mon maître intérieur, c'est-à-dire l'être réalisé qui est à son plein potentiel, l'être humain réalisé. Et pour ça, ben, ça passe par la guérison émotionnelle. On peut pas penser arriver à un niveau de maîtrise X sans passer par la guérison de nos blessures qui, bien sûr, s'éveillent dans notre jeunesse, dans notre enfance, qui nous viennent même pas nécessairement de cette vie-ci. Et on n'a pas besoin de retourner dans les vies antérieures ou de croire aux vies antérieures parce que de toute façon, on a quand même le scénario complet dans cette vie-ci. Mais il faut aller à la racine de ça pour comprendre nos patterns, notamment en relation, parce que c'est pas juste en relation, nos patterns, ça va être dans toutes nos relations de travail, amicales, familiales, mais le terrain de jeu le plus intime pour se rencontrer puis voir nos patterns, c'est la relation amoureuse. Ben Et moi, oui. ça a passé par mes conjoints, mais des hommes extraordinaires qui sont passés dans ma vie pour me montrer le miroir de ce que je portais, de mes nombreuses blessures, de mes nombreuses failles finalement. Et j'ai toujours pensé que j'étais une fille bien équilibrée jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un homme qui vienne tout bousculer dans ma vie, puis je me dise, mon Dieu, mais je suis donc bien folle. Et là, je suis allée rencontrer ma folie amoureuse, ma folie d'être totalement déstabilisée par une amourette d'un été en 2007. Et cette amourette-là est venue réveiller dans mon plexus toutes les blessures de trahison, d'abandon.
Et il a fallu que je comprenne parce que j'étais en train d'en mourir. Et c'était totalement pathétique à voir de l'extérieur. Ma sœur me trouvait pathétique. Mais de l'intérieur, j'étais comme un champ de bataille, puis je me comprenais pas. Et cet être-là, qui a finalement jamais été mon amoureux, mais qui est venu me donner la réplique dans ma pièce de théâtre, là, m'a permis d'aller à la rencontre de ma grosse blessure de trahison, d'aller à la racine de tout ça, de comprendre qu'elle s'était imprégnée en moi, entre autres quand mon père s'est suicidé alors que j'avais 14 ans, que c'était évidemment mon premier modèle masculin, premier homme de ma vie, ton premier héros, puis en plus, dans mon cas, c'était vraiment le cas. Mon père était un être charmant, un médecin spécialiste, c'était le Fred Pellerin des médecins, il était drôle, il était beau, il avait beaucoup d'amis, il était successful, là, tu sais. Alors, pour moi, mon père, c'était, wow, l'homme idéal. Et à 14 ans, il se suicide sans laisser de notes. On est 3 filles chez nous, chacune l'a vécu en fonction de ses blessures respectives. Et moi, ça a vraiment imprégné en moi la trahison. Mon père m'avait trahi. Et j'ai même pas, moi qui est la plus moumoune de la gang, que je braille tout le temps pour rien puis pour tout, j'ai pas versé une larme à la mort de mon père tellement j'étais en colère après lui. Et ça a marqué le début de mes relations amoureuses. Et par la suite, je me plaçais toujours dans des situations pour me faire trahir. Et bien sûr, je le voyais pas comme ça jusqu'à ce que je comprenne que j'avais créé tout ça dans ma vie. C'était toujours la faute de l'autre. Hein? C'est tellement plus facile. D'ailleurs, les Américains, on comprend ça. Ils disent « blame it on somebody else, you'll live longer ». Tu sais? Alors, blâme ça, c'est les autres, tu vas vivre plus vieux. Mais à un moment donné, je me suis rendue très malade et j'ai compris que j'étais responsable et créatrice de mon scénario. Et bien sûr que c'est venu avec un éveil spirituel, c'est venu avec une compréhension au 2e niveau de la vie qu'on n'est pas des victimes, personne. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, ça a été magique parce que même si c'était difficile, puis je te dirais que c'est même un peu plus difficile de se rendre responsable de ce qu'on crée que de mettre ça sur la faute des autres. Parce que quand on est responsable de ce qu'on crée, on n'a plus d'échappatoire et en plus, on a tendance à se dire « ouais, mais là, pourquoi j'aurais créé ça? » Tu sais, c'est vraiment pas intéressant. C'est pas possible. Fait qu'il a fallu que je me regarde, que j'aille à la racine, que je me donne beaucoup d'amour. L'été 2011 a été l'été le plus créatif pour moi, mais aussi le plus difficile parce que cet été-là, je suis descendue très, très bas dans mes blessures de trahison parce que j'ai pas... T'avais quel âge quand t'as fait 2011, j'avais 48 ans. J'avais 48 ans. Okay. Et à cette époque-là, j'étais consciente que j'avais créé le scénario de toutes pièces et là, je m'en voulais à mort. Il a fallu d'abord que j'aille rencontrer la culpabilité d'avoir créé ce scénario-là, par la suite me pardonner, aller à la racine du scénario, voir où je m'étais trahi moi-même, voir où est-ce que j'avais abaissé ma fréquence pour plaire à l'autre, voir où est-ce que j'avais fait tout ce que je ne fais pas dans la vie normalement quand je me respecte pour attirer le regard, pour plaire, pour pas décevoir, pour avoir la reconnaissance, pour être aimé. Tous les scénarios qu'on connaît. Et quand j'ai compris ça, je suis allée me donner de l'amour. Et comment j'ai fait ça? Je t'avoue que je le savais pas. Mais en écriture, puis avec mes amis channel autour de moi, parce que je suis entourée de médiums, de channel, de gens sensitifs, de guérisseurs, ben, ils me disaient, écoute, regarde où est-ce que tu as abaissé ta fréquence, là, où est-ce que ça s'est passé? Donc, Pierre Lessard, évidemment. Et on me disait, regarde où ça s'est passé. Pour une pensée, tu es tombé toi-même dans tes scénarios d'abandon puis de trahison, alors que la réalité, c'était pas ça du tout. C'était une illusion à partir d'une pensée. Tu t'es trahi toi-même. La personne que tu voulais attirer dans ton scénario s'est rebutée, est partie. Qu'est-ce qui te reste à faire? Remonte ta fréquence. Puis comment tu fais pour remonter ta fréquence? Fait que la première chose que j'ai comprise, c'est qu'il fallait d'abord que j'aime la vie autour de moi, puis que je m'accroche à quelque chose de beau, que je m'accroche à quelque chose de doux. Alors, j'ai commencé, la première étape, là, j'ai commencé par aller à la rencontre de ma blessure. Ça me faisait mal. Puis au lieu d'essayer de m'en débarrasser, je suis allée à la rencontre de ce qui faisait mal. Et juste ce petit acte-là d'amour-propre a commencé à arroser la graine de joie qu'il y avait à l'intérieur de moi, de m'offrir ce temps-là, de me donner à moi. Et par la suite, j'ai entretenu ça en
écoute, c'était simple. Cet été-là, là, ma meilleure amie, c'est devenue Jennifer Aniston parce que j'ai écouté des séries qui me faisaient du bien, dont Friends. Alors, j'ai écouté Friends pour rire, j'ai écouté de la musique qui me faisait du bien, j'ai arrêté d'écouter les nouvelles, je me suis accrochée à la nature, je me suis branchée aux arbres, à tout ce qui était vivant, à mes amis, à mes enfants. Et tranquillement, cet amour-propre-là a grandi à l'intérieur de moi. Ça a pris quelques mois. Ça a pris, je te dirais, de juin à octobre. Donc, juin, juillet, août, septembre, ça a pris 4 mois. 4 mois pour que je me remplisse d'amour-propre. Et le 1er octobre, je suis débarquée chez mon amie Anne-Marie, ma grande amie sur qui j'ai écrit 2 livres, là, Vivre et mourir guéri, puis qui a participé, l'autre qui est de l'insoutenable légèreté de mourir, mais qui a aussi participé beaucoup à C'est quoi l'amour, parce que tous les textes canalisés dans C'est quoi l'amour ont été canalisés par Anne-Marie, qui est décédée en 2016, mais en 2011, je suis rentrée chez elle, puis j'ai dit, Anne-Marie, je suis pleine. Puis là, elle m'a regardée, elle a dit quoi, pleine de merde? J'ai dit, ça aussi, là, mais... Non, pleine de moi, pleine d'amour propre, tout peut attendre. C'est comme si je venais de ressentir l'état de plénitude d'amour propre. Et ça avait pris 4 mois. Évidemment, ça faisait des années que je me pratiquais parce que j'étais en thérapie depuis 25 ans, il faut se le dire quand même. J'ai commencé à 25 ans, moi, là. Ça faisait 20 ans. À peu près 20 ans que j'étais en thérapie. Mais pas à temps plein, mais tu sais, de façon sporadique. Je retournais à chaque fois que je retombais. Et là, je me sentais pleine, je me sentais, wow, OK, tout peut attendre, les contrats, le chum, les rencontres, peu importe. Et une semaine après, je rencontrais l'homme qui m'a accompagnée pendant plusieurs années par la suite, qui est venu à une conférence et c'était tellement écrit dans c'était écrit dans le ciel, là. C'était dans les étoiles. Fait que tout ça pour dire que, et ça m'a fait beaucoup de bien de vivre ça, même si cette relation-là s'est transformée, là, ça m'a fait beaucoup de bien de vivre ça parce que là, j'étais aimée pour qui j'étais vraiment. Okay. Cet homme-là m'a reconnue pour qui j'étais vraiment, c'est-à-dire France, l'animatrice, celle qui enseigne, pas celle qui a voulu paraître une bonne journaliste à l'époque ou une bonne ceci ou une bonne... Non. Celle qui est exactement qui elle est et qui se présente comme elle est sur une scène et qui était cet homme-là qui est encore mon partenaire de travail, eh ben il a été capable de m'aimer assez pour que je vois que OK, quand on est soi-même, on s'attire des gens qui vont aimer exactement ce qu'on est. Ah ouais. Et par la suite, écoute, il n'y a pas de longévité à une forme d'idéal amoureux. On m'a déjà dit, tu sais, l'idéal amoureux, ça peut durer une journée, un mois, une année, une vie. J'ai dit, une journée, c'est un peu court. On peut y aller au moins pour 1 an, là? Fait que, oui, d'accord. Mais en fait, l'idéal peut avoir plusieurs visages, se manifester à travers différentes personnes dans une vie, mais c'est une progression vers, au fond, revenir à soi de plus en plus à travers nos relations, parce que chacune de nos relations nous sert de miroir pour nous montrer qui on est, où est-ce qu'on est, et on a souvent tendance à penser que la relation idéale doit passer par une âme sœur ou une flamme jumelle, la fameuse expression. Mm-hmm. Si tu veux, on peut s'en parler de ça parce que j'ai compris la nuance. Alors, premièrement, il faut savoir que des âmes sœurs, on en a des centaines. Moi, j'en rencontre régulièrement. Plus j'avance dans ma vie, plus je reconnais des gens sur mon passage, tant des hommes que des femmes, que je reconnais comme j'appelle mes petits frères et mes petites sœurs des étoiles. Mes âmes sœurs et mes âmes frères. On va dire ça de même. Alors, il y en a plein, on en a des centaines, on ne peut pas tous les marier. Fait que, et les gens pensent aussi que avec l'âme sœur, ça va être doux, ça va être extraordinaire. Non, non, non. Une relation avec une âme sœur, c'est extrêmement confrontant parce que l'âme sœur te voit exactement pour qui tu es. Et si tu lui montres pas ça, il va te pousser dans tes derniers retranchements, il va te confronter, il te laissera pas rater ta vie en paix parce que il sait qui tu es. Mm-hmm. Et vice-versa, elle sait qui tu es. Ouais. Ça fait que c'est extrêmement confrontant et puisqu'on n'a pas nécessairement la maturité émotionnelle pour vivre une relation harmonieuse avec une âme sœur, ça va souvent finir en fracas, en conflit, finalement dans des relations très disharmonieuses. La majorité des gens présentement sur cette planète sont en relation amoureuse avec une âme compagne qui ne les confronte pas. Ça peut devenir très plate à la longue.
C'est souvent une relation qui manque de challenge, qui manque de... On a l'impression, dans le fond, que oui, c'est confortable, mais que l'autre ne nous reconnaît pas pour qui on est vraiment et vice-versa. Puis bon, alors on va chercher l'âme sœur, mais l'âme sœur, c'est confrontant. Et il y en a qui pensent en plus que la seule vraie relation amoureuse qui peut exister, idéale, va être avec une flamme jumelle. Ben là, je vais vous dire une autre chose, là, vous allez peut-être attendre longtemps parce que des gens dont la flamme jumelle est incarnée et à côté d'elle ou à côté d'eux, là, il y en a très peu. Il y en a très peu. Ceux qui ont une flamme jumelle incarnée sur la planète présentement, elle peut être à l'autre bout de la planète, puis vous n'allez jamais la rencontrer, mais vous allez la ressentir. Alors, tout ça pour dire que faut pas attendre de penser ou d'être certain qu'on est en couple avec une flamme jumelle ou même avec une âme sœur pour avancer, évoluer, puis se rendre compte que une relation est là vraiment pour nous montrer qui on est et nous aider à avancer pour ultimement s'unir à soi. Parce qu'on s'unit aux autres pour ultimement revenir à soi. Et c'est ça le but de la relation amoureuse. Et la relation amoureuse est effectivement le terrain de jeu le plus intime pour se voir soi. Et c'est pas égoïste de le voir comme ça. C'est des jeux de miroir, c'est constamment des jeux de miroir. Fait que s'unir à l'autre nous permet de se rappeler qui on est, de revenir à soi, de s'unir à soi. Et quand on a vécu un idéal amoureux dans une vie ou dans une autre, on n'a plus besoin de le vivre. Et c'est pour ça qu'on va voir des grands maîtres qui vont être célibataires parce qu'ils sont dans cette union à eux tellement intense qu'ils n'ont plus besoin de passer par une relation amoureuse pour y arriver. Mais ultimement, on a tous à vivre une relation amoureuse idéale dans une vie ou dans une autre pour en arriver à ce niveau de maîtrise-là. Et moi, j'y suis pas, puis je connais pas personne qui l'est autour de moi. Fait qu'on est tous encore à la quête ou en quête de cet amour-là qu'on appelle l'amour idéal. Et malheureusement, dans l'amour idéal, il y a aussi l'idéalisation de l'amour. Et c'est là où est-ce qu'on se leurre très souvent, parce que là, on cherche une illusion, c'est un mirage, tu sais. Et j'ai tellement d'amis autour de moi qui sont dans cette quête de mirage-là et qui cherchent une forme de perfection. Et très souvent, je vais entendre mes amis de filles dire « Ah ben là, moi, mon idéal amoureux, il faut qu'il ait les yeux bleus. » Je me dis, oh mon Dieu Seigneur, c'est sûr que tu vas passer à côté parce que je suis convaincue qu'il y a les yeux noirs et tu vas le laisser passer. Moi, j'appelle ça le syndrome de la Belle et la Bête, mais pas le syndrome de Stockholm, là, comme on en parle dans le film. C'est ce que j'expliquais justement à mes célibataires dans mon webinaire de dimanche. C'est que, tu sais, Gaston dans le film, c'est l'idéal, il est beau, tu sais, on comprend pas pourquoi Belle, dans le fond, elle n'est pas attirée par ce Gaston-là. Mais à la fin, en fait, c'est Gaston, là, c'est l'idéal, qui représente l'idéal. C'est lui qui vient comme tuer la bête qui se transforme en prince, tu sais. Je sais qu'on retombe dans les histoires de princes et de princesses, mais selon moi, ça va beaucoup plus profond que ça. Parce que prince et princesse, pour moi, c'est pas une apparence. C'est justement quelque chose au niveau de l'âme. C'est ce qui m'anime le plus, moi, c'est de dire aux gens, mais arrêtez justement d'y aller par des critères juste physiques. Tant mieux s'il vous plaît l'autre. Mais si effectivement, c'est juste à la recherche de choses extérieures, bien, vous passez à côté justement de l'intérieur de la personne, comme dans La Belle et la Bête, où l'intérieur de la personne, bien, c'est ça le plus important dans cette histoire-là, là, qui est très simple dans le fond. L'association entre Belle et la Bête se fait à un autre niveau que le physique et de tout ce qui paraît extérieurement. Exactement. Exactement. De l'admiration qui se porte l'un à l'autre, de ce soutien-là, qui fait que finalement, il y a une rencontre autre qui se passe et que finalement, il devient très beau. Hein? Mais l'idéal va tuer ça. Tu as montré tantôt le Maître en soi que j'ai écrit avec Pierre Lessard et là-dedans, il y a un chapitre formidable sur l'amitié. Et les maîtres nous expliquent là-dedans que, ouais, le Maître en soi, ça, c'est la version européenne. La couverture actuelle ne ressemble pas à ça, mais c'est le même titre. C'est le même titre. Je l'ai acheté en 2012. Ah, OK. Alors, c'est l'ancienne couverture et c'est la couverture des Européens. Mais tout ça pour dire que la couverture actuelle, elle est plus avec un Bouddha assis, mais ça n'a pas d'importance. Et on explique là-dedans, les maîtres nous expliquent là-dedans, en fait, l'importance de créer d'abord une relation amicale pour ne pas, en bon français, scraper la relation amoureuse qui va suivre. Parce que on a tous des espèces de codes de dating aujourd'hui où est-ce que, OK, on met le premier soir, mais là, le deuxième soir ou le
troisième soir, tu as le droit de coucher avec, puis bon. Mais nous, on se connaît, les filles, là. Quand on est rendu à coucher avec un gars, là, très souvent, c'est parce que il y a assez d'intérêt pour savoir qu'on va tomber en amour. Et là, on le met au centre de notre vie, mais la relation est pas mûre pour ça. Et quand on le met au centre de notre vie, c'est là où est-ce qu'on détruit le potentiel d'en faire un idéal. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher, là. Ça peut marcher quand même. Mais l'idée de d'abord se faire un ami, c'est de pas le laisser rentrer directement au centre de notre vie dès le départ pour y aller par étapes et apprendre à apprivoiser, à connaître l'autre, à se laisser découvrir. Et par la suite, c'est beaucoup plus simple et plus confortable de le laisser rentrer au milieu de notre vie, là, tu sais, au noyau, au cœur de notre vie. Fait que je trouve ça très intéressant le concept parce que je l'ai essayé. Hein, ça veut pas dire d'être en relation pendant des mois avant de le laisser rentrer dans ta vie, tu sais, d'être des amis pendant des mois ou des années, mais de prendre le temps de faire les étapes correctement pour apprendre à apprivoiser, à connaître l'autre et justement découvrir autre chose que juste l'attirance physique. Et tu vois, je sais pas si tu es au courant, ben présentement, il y a une série à TVA que je regarde avec ma fille parce qu'il y a quelqu'un là-dedans que je connais, en fait. Ma fille m'a beaucoup embarqué, c'est Si on s'aimait. Ben oui, La Et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit à la télé ce genre de processus-là où est-ce que justement on leur demande de pas avoir de rapprochement physique. Bon, tu sais, ils ont le droit de s'embrasser, mais ils n'ont pas le droit de coucher ensemble avant la 10e rencontre, genre. Et ça, je trouve que l'idée est bonne parce que ça rejoint ce qu'on explique dans le Maître en soi. C'est sûr que le Maître en soi, c'est à un niveau spirituel. On n'est pas dans les considérations psychologiques, mais le fond est le même. Le fond, c'est de dire, découvre la personne, tombe en amour avec la personne, pas seulement avec le physique, avec une attirance, avec des phéromones, avec le, tu sais, c'est pas ça l'amour. Fait que si après 10 rencontres, là, tu le trouves encore cute puis que tu as encore envie de te rapprocher, là c'est parce que il se passe quelque chose autre que juste l'attirance physique. Et c'est là où est-ce que ça devient intéressant. Fait que moi, j'ai testé ça avec mes 2 derniers conjoints. Là. Il y en a un avec qui je suis allée marcher pendant 4 mois avant qu'il se passe quelque chose. Là. On allait marcher, on faisait le monde. Là. Puis je trouvais qu'il n'était pas vite quand même. Là. Mais ça a été très bénéfique pour notre union et pour le temps qu'on a vécu ensemble. Et la même chose avec Stéphane, mon dernier conjoint. On a pris le temps de se connaître pendant plusieurs semaines avant de commencer à se fréquenter. Et ça a été aussi très bénéfique. Tout ça pour dire que il n'y a pas de recette magique. C'est pas vrai qu'il y a une seule solution, il y a juste une façon de faire. Mais je pense que l'idée d'essayer de mieux cerner ou de connaître l'autre ou de connecter avec son essence, pas juste avec le physique, c'est quand même une règle de base pour aller vivre une forme d'idéal. Mais elle ne nous l'est pas enseignée. Et puis, tu vois, justement, souvent, les sites de rencontres, puisque, bon, je ne sais pas si tu as compris que j'avais un site de rencontres. En tout cas, moi, je me considère plus comme une facilitatrice de rencontres comme un site de rencontres. Mais en tout cas, souvent, ben, justement, dans les sites de rencontres, c'est beaucoup sur l'apparence que tout ce choix-là se fait. Oui, malheureusement. Je trouvais qu'il y avait un manque, tu sais, quand je faisais des salons de santé et spiritualité où je proposais mon concept qui ne se base pas du tout justement sur le physique, mais je ne nie pas que le physique peut aussi, je veux dire, apporter... non, mais c'est certain qu'il faut avoir envie de se coller sur l'amoureux, là. C'est juste que si tout est basé uniquement là-dessus, ben, je ne sais pas trop où est-ce que ça s'en va dans la relation. À mon avis, pas loin, là, en tout cas, de ce que moi-même j'ai vécu et de ce que je sais que beaucoup vivent. Donc, il y avait aussi comme un besoin, en fait, de quand même pouvoir rencontrer des gens, avoir accès à beaucoup de personnes, mais au-delà, justement, de ce critère physique-là. Et c'est pour ça que moi, j'utilise, en fait, la numérologie pour mettre en contact des gens. Donc, sur un autre plan, donc quand les gens ils rentrent sur mon site, ils n'ont pas de photo de la personne, ils ne savent pas d'où elle vient. J'ai vraiment éliminé tous les critères le plus possible que je pouvais qui faisaient en sorte que ça créait des croyances, des limites, en fait, qui empêchaient la rencontre. Parce que dans le fond, tu ne l'as pas encore lu, mais en tout cas, dans mon livre, La queue du castor, c'est ce que j'explique dans le fond, c'est de mon histoire, en fait, de tous ces critères-là qui, moi, m'ont empêché de rencontrer
mon conjoint parce que je l'ai rencontré assez tard. Avec lui, j'ai eu des enfants, mais ça a été long. Moi, j'ai été longtemps célibataire. Donc, c'est de ce point-là, en fait, que je partais, là, d'éliminer tous les critères et d'aller vers l'autre avec un autre point de vue qui est plus au niveau de l'essence, de l'âme de la personne. C'est sûr que il faut être quand même assez ouvert pour se dire que la numérologie peut te décrire au niveau de ton essence, mais oui, ça se peut. Donc, il faut juste l'essayer pour le savoir. D'ailleurs, si tu veux, France, juste pour Ouais, le je jeu, suis très partante, hein, on va je te l'essayer. ferai Et je vais le lire, ton livre, là, je vais pouvoir tomber en vacances bientôt. Là. J'ai été, moi, contrairement à plusieurs personnes, j'ai été extrêmement occupée pendant la COVID. J'ai Ah jamais oui, été créative, ce qui fait que ça a pris tout mon temps. Mais oui, je vais l'essayer. Je trouve ça extraordinaire comme concept. c'est ça. Fait que donc, dans le fond, moi, où je voulais en venir avec toi, c'est que dans le fond, actuellement, toi, dans ton parcours amoureux, tu es célibataire ou... Présentement, je suis célibataire et je t'avoue que c'est parce j'ai rencontré personne qui m'a fait flasher depuis déjà quelques années. OK. Sauf une fois l'année dernière, il y a 1 an et demi en fait, et ça a été une relation karmique extrêmement intéressante aussi parce que ça m'a permis de voir un aspect que j'avais mis de côté. En fait, depuis la mort de mon ami, j'ai réalisé la mort de mon amie Anne-Marie en 2016, j'étais un peu en dehors de mes bottines et cet être-là est venu me secouer pour que je revienne dans mes bottines. J'avais un choix à faire, fait qu'il a été parfait. Dans le fond, ça a été quelques semaines de fréquentation pour que je me retrouve moi-même. Et mais depuis ce temps-là, j'ai eu très peu, j'ai eu 0 rencontre. En fait, c'est pas vrai, j'en ai eu une, là, mais donc c'est quelque chose présentement qui est en train de se développer peut-être, on verra. OK, mais tout est toujours parfait, donc effectivement, peu importe. Ça aussi, je trouve que c'est important, c'est même si moi, je propose effectivement que les gens se rencontrent, mais je trouve ça bien important de se dire que c'est correct aussi d'être célibataire. Il n'y a pas de pression à se mettre parce que, tu sais, quand des fois, je rencontre des gens et moi, je veux rencontrer. C'est quand on est dans cette urgence-là, justement, que ça va mal aller, la rencontre. Mais Donc, moi, c'est depuis la mort de ma être femme, célibataire aussi. D'abord, on n'est pas tous obligés d'être en couple. Déjà, la absolument première. pas, absolument pas. Et moi, je te dirais que je vis très bien avec mon célibat en ce sens que j'ai fait aucun effort. Avant récemment, là, avant récemment, j'ai fait aucun effort, j'ai provoqué aucune rencontre parce que je n'étais pas prête, j'avais pas la tête à ça, j'étais pas là, j'avais autre chose à vivre avec moi-même. Et je te dirais que j'ai eu quelques périodes de solitude dans ma vie quand même entre les conjoints et ça a toujours été extrêmement bénéfique de rencontre avec moi-même et de propulsion aussi vers mon être véritable. Ce qui fait que moi, je prétends que la solitude peut être une alliée formidable dans un parcours d'éveil, mais en même temps, on n'est pas des êtres faits, en tout cas, à très peu d'exemples près, là, on n'est pas fait pour être seul. Ce qui fait que oui, les périodes de solitude sont intéressantes, importantes, il faut apprendre à apprivoiser cette période-là et tout. Je pense que c'est important aussi, à un moment donné, quand on se sent prêt, de faire ce qu'il y a à faire quand même pour rencontrer. Puis ça ne veut pas dire que ça va marcher. Je pense que, tu sais, malheureusement, il y a peut-être des gens qui vont rester célibataires. Mais moi, je porte la conviction que ce ne sera pas mon cas. L'avenir saura me le dire. En tout cas, je te le souhaite, mais c'est sûr que je trouve ça important, effectivement, aussi. D'ailleurs, je fais de l'accompagnement. Hein. Autant je propose, dans le fond, mon site de rencontre, mais je veux accompagner mes célibataires pendant ce processus parce que je pense que oui, c'est important, effectivement, que, bon, ils acceptent ces moments-là et que s'ils sont dans une démarche, effectivement, de vouloir chercher, rencontrer, en fait, une personne, ben, c'est important que non seulement ils se sentent bien, mais surtout légers. Alors, il y a à la fois, oui, donner une intention, puis faire une action. Ça peut être, oui, s'inscrire dans un site de rencontre, ça peut être n'importe quoi, accepter un rendez-vous d'une amie qui va te présenter, je sais pas qui. En tout cas, peu importe, c'est quand même quand tu veux aller à la rencontre de l'autre, ben c'est sûr qu'il faut que tu aies une intention, une action, parce que il y a beaucoup aussi ce message-là dans le monde spirituel, des gens qui sont spirituels, on va dire, que
J'ai besoin de rien faire, puis ça va venir. Non, absolument pas. C'est tellement pas vrai, hein. On est dans une ère d'action. Et si on n'est pas dans l'action, il ne viendra pas nous chercher dans notre salon. Ça, c'est clair. Les filles, dans le gars aussi, il ne viendra pas vous chercher dans votre salon. On est dans une ère d'action. Et c'est pour ça que je te dis que moi, le fait d'avoir fait aucun effort, c'était clair pour moi que c'est parce que c'était pas important à ce moment-là. J'avais autre chose à vivre avec moi-même, tout simplement. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on s'attire toujours ce que l'on porte. Alors, si on est dans un état de lourdeur, on va s'attirer de la lourdeur. Si on est dans un état de légèreté, on va s'attirer de la légèreté. Et c'est pour ça que pour moi, c'était tellement important de faire le processus avec moi-même de deuil par rapport à la mort de ma grande amie elle était ma flamme jumelle. Elle était ma jumelle de cosmique. Il fallait que je complète ça avant de pouvoir retrouver toute ma légèreté et toute ma joie de vivre qui est innée chez moi. J'ai vraiment une joie de vivre innée. Et j'ai senti que j'étais à côté de moi, donc c'était pas un bon moment pour rencontrer. Je me suis retirée juste dans le fond des problèmes. Mais quand j'ai commencé à ressentir à nouveau la joie et la légèreté, et ça fait pas si longtemps que ça, quelques mois, là, peut-être presque, non, ça fait quelques mois, mais même pas encore un an. Là, j'ai su que ça pouvait arriver à ce moment-là. C'est effectivement important de d'abord cultiver la joie et la légèreté pour s'attirer quelque chose qui nous ressemble plutôt que d'essayer d'attirer à travers nos blessures et nos difficultés dans la vie, là. C'est ça. J'ai un chien qui grogne à moi parce qu'elle veut son deuxième repas. Je vais être obligée de lui dire « Alice! » C'est quoi, c'est un chien? Oui, elle grogne après moi parce qu'elle est tellement pavlovienne, là. C'est son heure de deuxième repas. Il va falloir que... C'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps avant de se brancher. Mais là, je voudrais juste t'amener sur un dernier plan. Donc là, on parlait des critères, OK? On a parlé du critère physique, hein, c'est essentiellement ça. Mais toi, par exemple, est-ce que tu serais capable, mettons, là, de rencontrer quelqu'un qui soit éloigné de toi au niveau géographique? Mettons, tu le rencontres, je ne sais pas, dans un pays. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu... Est-ce que c'est un critère... Je l'ai essayé et puis à plusieurs reprises parce que moi, j'avais un kick sur les Européens quand j'étais jeune. Alors, j'avais toujours un Européen dans ma vie. Et je peux dire que c'est compliqué. Alors, je préfère... là, je me suis mindée. Je me suis dit, ça va être un bon Québécois avec une chemise carottée. Ah! Ça va être... mais bon, tu sais, la vie, des fois, elle fait des affaires. Oui, bien écoute, sincèrement, pour l'instant, là, il n'y a pas de raison que je voyage parce qu'on ne peut pas voyager. Fait que c'est pas mal certain que le prochain va être un bon Québécois qui habite pas trop loin. Oui, mais pas mal sûr de ça. Là, fait que, tu sais, on est partout dans le monde à rencontrer ça. Oui, mais comme je te dis, je l'ai essayé. J'ai eu d'ailleurs une rencontre il y a quelques années avec un Français, puis c'est pas facile à faire marcher les relations à distance. Ça peut marcher, mais dans mon cas, pour l'instant, c'est pas ça que je cherche. En tout cas, c'est pas ma priorité. Non, ben, je comprends, OK. Mais en tout cas, c'est ça la vie, parce que, tu sais, justement, tu m'amènes sur un point, disons, justement, je parle dans mon livre, c'est que moi, par exemple, j'avais beaucoup d'expérience, mettons, avec une certaine profession qui est les ingénieurs, j'ai rien contre eux. Et là, je m'étais dit, là, j'ai eu tellement de relations qui ont comme pas été faciles, mettons, mais là, c'est sûr que moi, je ne veux plus rencontrer du tout d'ingénieurs, mais il se fait que quand j'ai rencontré mon conjoint, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ingénieur. Non, il ne faut jamais dire jamais, tu as raison. Et il n'y a aucune raison pour que je rencontre un Européen qui viendrait vivre ici. Ça aussi, c'est possible. Mais tout ça pour dire que je pense que les relations à distance, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et de patience. Il faut avoir un caractère qui va avec. Et moi, je sens pas que ça va être ça, mais je peux me tromper. Je peux me tromper. OK. Mais disons que si vraiment tu sentais que c'était une relation, là, peut-être effectivement qui viendrait vivre avec toi, je ne sais pas, justement au Québec, on ne le sait pas, il y en a qui ont des projets de vie. Oui, c'est clair qu'en tout cas, pour moi, un projet amoureux, ça va se bâtir aussi au quotidien. Ça, oui. C'est certain. Ça, c'est certain. Okay. Dans mon cas. Oui. Chacun ses objectifs, là, mais... Et puis d'autres critères comme l'âge, par exemple. Est-ce que ça, selon toi, c'est un critère qui est important? Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que toi ou plus jeune? Comment tu vois cet aspect-là? J'ai aucun critère de base. Quand je flash sur quelqu'un, ça n'a aucune importance. Puis ça, vraiment, là, ça n'a rien à voir avec le physique, ça n'a rien à voir avec l'âge, ça n'a rien à voir avec la profession, ça n'a rien à voir avec le lieu géographique non plus. C'est juste que ça, c'est plus compliqué. Mais tout ça pour dire que
j'ai aucun critère de base. Je suis ouverte et je reconnais les gens parce que j'ai développé cette faculté-là avec les années. Je reconnais mes frères et sœurs des étoiles, ce qui fait que quand j'en reconnais un, peut-être que l'autre à côté va le trouver laid, mais moi, je vais le trouver beau. Et c'est vraiment au niveau de la reconnaissance, c'est comme si ça se met... Et je reconnais aussi ce qu'on appelle la vibration du cœur, qui m'a d'ailleurs été révélée à travers une rencontre. Et depuis ce temps-là, quand ça vibre dans ma poitrine, je le sais que je suis à la bonne place. Et là, je t'en parle, je le ressens présentement. Je ressens la sensation quand j'en parle, ce qui fait que c'est fantastique. Ça n'a rien d'ésotérique, c'est physique, là, je le sens, ça vibre. Et quand ça arrive, ça, puis ça m'est arrivé dernièrement, je ne sais pas si la relation peut marcher, mais ça m'est arrivé. Et quand ça arrive, tu ne peux pas passer à côté, au moins d'aller explorer, là, d'aller voir si ça peut être ça, tu sais. C'est beau. Écoute, je pense qu'on pourrait tout simplement, si tu veux bien, terminer là-dessus. Donc, important à écouter votre vibration du cœur, mais ne sautez pas trop vite quand même. Oui, parce qu'il faut savoir distinguer entre la vibration du cœur puis celle du plexus qui nous amène dans nos désirs, dans nos peurs, dans nos... Alors, il y a vraiment ces deux endroits géographiques différents. Puis moi, j'ai appris à mes dépens, mais je peux te dire que depuis que j'ai reconnu ça, ça fait au moins 10 ans de ça, c'était en 2009, 2008, non, c'était en 2008. Alors, 12 ans. Depuis que j'ai reconnu ça, je peux plus me tromper en termes de reconnaissance, en tout cas, là. Quand je reconnais des gens, ça vibre là et je sais que je suis à la bonne place, que ce soit pour un projet amoureux, pour un projet amical, pour un projet de travail, pour un projet de loisir, peu importe, je le sais que je suis à la bonne place. C'est bon. Fait que ton mental, tu as été capable de le... Ah, il est à off. C'est bon, excellent. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette rencontre. En tout cas, c'est super. Donc, on décroche notre mental, on écoute notre cœur, notre plexus, on écoute ce qui se passe dans notre corps, puis c'est ça le plus important. Et on prend le temps de savourer la... Et on se fait d'abord un ami. Pardon? Et on se fait d'abord un ami. On s'en fait d'abord un ami et on n'a pas peur de la friend zone parce qu'il y a des mythes avec la friend zone. Non, non, la friend zone est tout à fait possible et elle peut se transformer. Voilà, bien dit. Merci. Super. Fait que, hey, merci beaucoup, France. Franchement, là, c'était vraiment super. Je te remercie de nous avoir livré tout ça à moi puis à tous ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt. Salut. Bye. Je te laisse fermer parce que je ne le sais pas.